Historiquement, les hommes ont été le visage du crime violent, mais lorsque les femmes franchissent cette limite, les résultats sont choquants. Mais ce qui rend vraiment ce phénomène encore plus choquant, ce sont leurs réactions. Découvrons donc les histoires de ces femmes notoires alors qu'elles font face à la prison à vie et assistons à leurs réactions stupéfiantes. Weldon K. McDavid, coupable du crime de complot en vue de commettre un meurtre. Diana Lovejoy, coach sportive et youtubeuse, entretenait une relation tendue avec son ex-mari, Greg Mulvihill, alors que le couple se disputait sur les détails de leur divorce houleux, notamment la garde de leur jeune fils. Lovejoy, né le 26 octobre 1972, avait fréquenté Mulvihill pendant un an avant que le couple ne se marie en 2007. Cependant, le mariage a rencontré des problèmes dès le début, car Lovejoy a subi de nombreuses fausses couches avant d'avoir enfin un fils. Et moins de 7 ans après leur mariage, Lovejoy avait demandé le divorce. La longue procédure judiciaire qui a suivi la demande de divorce n'a fait qu'aggraver la relation entre le couple, car la garde exclusive et la pension alimentaire initialement accordées à Lovejoy pour leur fils alors âgé de 3 ans ont finalement été modifiées pour que le couple partage ses responsabilités. Lovejoy a également été obligée de verser $120 000 à Mulvihill puisqu'elle conservait leur maison familiale à Carlsbad, en Californie. Lovejoy a bien versé à Mulvihill la somme requise, mais elle n'a jamais voulu partager la garde de son unique enfant. Ainsi, dans un rebondissement surprenant, elle a élaboré un plan sinistre pour éliminer son ex-mari. Le 4 septembre 2016, Mulvihill a reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un détective privé qui l'a menacé avec de prétendues preuves de mauvais traitement envers sa femme, preuves qui pourraient être utilisées contre lui devant le tribunal. L'appelant a réussi à convaincre Mulvihill de se rendre dans un endroit isolé près de Rancho Santa Fe pour récupérer les preuves. Et en arrivant là-bas avec son ami Jason, vers 23h, Mulvihill a été blessé par balle sur le côté, après avoir aperçu quelqu'un dans les buissons. Cependant, la balle a manqué son cœur et il a pu survivre à la fusillade. Une enquête sur la tentative de meurtre a été menée, et il a rapidement été conclu, à partir des preuves recueillies, telles que les données des antennes relais, que Lovejoy avait été impliqué dans la tentative de meurtre. L'homme derrière l'arme s'est également révélé être un ancien marine, ainsi que l'instructeur de tir et amant de Lovejoy, Weldon McDavid, qui avait pris la fuite après sa tentative ratée. Le fusil d'assaut AR-15 qu'il avait utilisé a ensuite été retrouvé dans son garage. Après l'arrestation du duo une semaine plus tard, il a été révélé que Lovejoy avait payé $2 000 à McDavid pour assassiner son ex-mari, afin de l'écarter en raison de préoccupations concernant leur fils. Lors d'une audience au tribunal, Lovejoy a affirmé que Mulvihill l'avait maltraité, elle et son jeune fils. Cependant, Mulvihill et les procureurs ont rejeté ces accusations. Les enquêteurs ont découvert des images de vidéosurveillance de Lovejoy datant de moins d'1 mois avant la tentative de meurtre, où elle achetait le téléphone jetable que McDavid avait utilisé pour appeler Mulvihill cette nuit fatidique. Et le 13 novembre 2016, un jury a déclaré Lovejoy et McDavid coupables de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Des images vidéo capturées dans la salle d'audience ont montré la réaction inattendue de Lovejoy lorsque le verdict sur ses chefs d'accusation a été prononcé. Dès que le verdict de culpabilité a été lu, Lovejoy, qui fixait devant elle d'un air vide alors qu'elle était assise à côté de son avocat, s'est soudainement effondrée, sa tête heurtant le bureau. Des murmures mêlant choc et inquiétude se sont fait entendre dans la salle d'audience, car il semblait que Lovejoy avait perdu connaissance. Les agents du tribunal ont dû se précipiter pour l'allonger au sol avant qu'elle ne soit finalement transportée à l'hôpital, où il a été confirmé qu'elle s'était évanouie. Lovejoy a finalement été condamné en décembre à 26 ans de prison, tandis que McDavid a écopé d'une peine de 50 ans pour avoir été celui qui a appuyé sur la gâchette contre le mari de Lovejoy. Si la tentative de meurtre de Lovejoy a échoué, la prochaine condamnée a littéralement pris les choses en main. Le résultat fut une histoire d'amour horrifique qui a poussé les gens à s'interroger sur les limites du mal qu'une femme sociopathe, animée par un mobile de meurtre, pouvait atteindre. Pouvez-vous me donner une réaction au verdict, Jody? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire à la famille Alexander? Le 4 juin 2008, un homme nommé Travis Victor Alexander a été retrouvé mort dans sa douche, avec 27 coups de couteau, la gorge tranchée et une balle dans la tête. Le couple
coupable? Sa petite amie avec qui il entretenait une relation tumultueuse, Jodi Arias. Arias est née le 9 juillet 1980 à Salinas, en Californie. Elle a quitté le lycée avant d'obtenir son diplôme et, aspirant à devenir photographe, elle a dû enchaîner les petits boulots pour joindre les deux bouts. Elle a rencontré Travis lors d'une conférence professionnelle au Nevada en septembre 2006 et le couple a commencé à sortir ensemble quelques mois plus tard, en février 2007. Cependant, à part quelques mois où Arias a déménagé en Arizona pour vivre plus près de Travis, la relation était principalement à distance et ils faisaient souvent des pauses, même s'ils restaient en contact. Les amis de Travis, qui étaient au courant de la relation, avaient apparemment une opinion négative d'Arias, notant souvent le caractère tumultueux de leur relation ainsi que le comportement inquiétant d'Arias. Le soir du 4 juin 2008, Travis était censé assister à un appel conférence important en tant que membre du public. Cependant, il ne s'est jamais présenté et le lendemain, Arias, arborant désormais une couleur de cheveux différente, a assisté à des réunions d'affaires pour la même conférence à Salt Lake City, dans l'Utah. Arias a également laissé plusieurs appels et messages vocaux à Travis dans les jours qui ont suivi, comme pour se constituer un alibi. Et elle avait besoin de cet alibi car, quelques jours plus tard, le 9 juin, Travis restait injoignable, ce qui commença à inquiéter un groupe de ses amis qui décidèrent alors de se rendre chez lui pour prendre de ses nouvelles. Après avoir trouvé une clé de la chambre de Travis, ses amis sont entrés et ont découvert de grandes mares de sang dans le couloir menant à la chambre principale. Et lorsqu'ils sont entrés dans la salle de bain, ils ont été confrontés à une scène choquante, le corps mutilé de Travis. Presque immédiatement, les amis ont commencé à soupçonner Arias, comme en témoigne l'appel au 911 qu'ils ont passé car ils étaient apparemment au courant des agissements d'Arias. La police est arrivée et a fouillé la maison de Travis, où ils ont trouvé un appareil photo numérique endommagé contenant des photos troublantes, dont l'une montrait Travis sous la douche le jour du meurtre, et une autre montrait un individu, supposé être Travis, saignant abondamment sur le sol de la salle de bain. De l'ADN provenant d'une empreinte de paume ensanglantée a également été découvert le long du mur, et des analyses ont révélé que le sang appartenait à la fois à Arias et à Alexander. Et le 9 juillet 2008, Arias a été inculpé par un grand jury en Arizona pour le meurtre au premier degré de Travis avant d'être arrêté 6 jours plus tard. Après un long processus de délibération au cours duquel Arias avait plaidé non coupable et donné plusieurs versions différentes des faits, elle a finalement admis avoir tué Travis en état de légitime défense en 2010 et son procès a été fixé pour commencer en décembre 2012. Lors de son procès en février, Arias, qui a témoigné à la barre pour sa propre défense, a fait une série d'aveux concernant sa relation avec Travis, notamment sur les relations sexuelles peu conventionnelles qu'ils entretenaient. Elle a affirmé avoir été victime de mauvais traitements, et sa défense a également soutenu qu'il existait certaines preuves, suggérant que Travis était violent physiquement et mentalement. Cependant, le jury n'a pas cru à ces allégations, et, le 8 mai 2013, Arias a été reconnu coupable à l'unanimité de meurtre au premier degré, au grand bonheur de la famille de Travis ainsi que de la foule rassemblée devant le tribunal. Pendant ce temps, Arias a éclaté en sanglots en regardant autour de la salle d'audience. Après la condamnation, il était temps de prononcer la sentence, et l'accusation réclamait la peine de mort pour Arias. En raison de multiples controverses entourant le jury et l'accusation, un nouveau procès pour la sentence a été fixé en octobre 2014, puis de nouveau en avril 2015. Finalement, le 13 avril 2015, le long procès d'Arias a pris fin lorsqu'elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré. Juste avant sa condamnation, Arias avait déclaré qu'elle croyait personnellement que la mort lui apporterait une paix et une liberté inestimables, mais que, pour sa famille, elle ne pouvait accepter la peine de mort. Elle a également exprimé des remords pour ses actes et a présenté ses excuses à la famille de Travis. Arias a ensuite été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, échappant ainsi à la peine de mort. Elle a aussi caché son visage alors qu'elle était interrogée pendant qu'on l'escortait hors de la salle d'audience. Le procès d'Arias a suscité une véritable frénésie médiatique, donnant lieu à de multiples adaptations, documentaires et à un appel de ses avocats. Cependant, la sentence a été maintenue en raison des preuves accablantes disponibles. Aujourd'hui, Arias est détenue au sein du département des services correctionnels de l'Arizona où elle devrait passer le reste de sa vie.
Alors que nous concluons l'histoire glaçante de Jodi Arias, il est difficile d'imaginer quelque chose de plus troublant. Mais l'affaire Shelby Isaac nous entraîne dans un territoire encore plus sombre, où les limites de la brutalité sont repoussées encore plus loin. Ce verdict déclare, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre au second degré, tel qu'indiqué dans le premier chef d'accusation. Signé par le président du jury, Madame Murphy, est-ce bien votre verdict? Monsieur Robin, est-ce bien votre verdict? Le 22 janvier 2016, 2 personnes, Eddie Tate II et sa petite amie Edwina Thomas, ont été abattues et tuées aux appartements Sycamore Lake, à Memphis, sur le parking du bloc Westchester Circle. La coupable était Shelby Isaac, âgée de 19 ans. Isaac aurait rencontré Tate plus tôt pour acheter pour $250 de tissage de cheveux, puis l'aurait rappelé pour organiser une autre rencontre sous prétexte d'en acheter davantage. Cependant, en retrouvant Tate aux appartements, Isaac a décidé qu'elle voulait récupérer son argent du premier achat. Tate était arrivée avec sa petite amie Thomas, qui était alors enceinte d'environ 8 semaines, sans se douter de ce qu'Isaac lui réservait. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où Isaac se tenait, elle a sorti une arme à feu et a tiré sur la voiture, les tuant tous les deux. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont découvert le corps de Tate étendu sur le trottoir, présentant de multiples blessures par balle, et il a été déclaré mort sur place. Thomas, cependant, était encore en vie et a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais elle et son bébé à naître n'ont pas pu survivre à leurs blessures en raison de son état. Lorsque l'on suit des preuves crédibles et impartiales dans cette affaire, elle ne mène pas à Shelby Isaac. Isaac a finalement été retrouvé et arrêté, mais sa défense a affirmé qu'elle était innocente puisqu'aucune preuve matérielle ne la reliait au crime. Cependant, une personne l'a finalement placée sur les lieux, la co-accusée Victoria C. Selon le témoignage de C, elle avait conduit Isaac aux appartements plus tôt dans la journée et l'avait ensuite vu sortir d'une voiture pour s'approcher du véhicule de Tate. Elle a également révélé qu'elle avait vu Isaac brandir une arme noire et qu'elle s'était enfuie au bruit du premier coup de feu. Elle est ensuite retournée chercher Isaac, moment où cette dernière lui a avoué les faits. L'avocat d'Isaac a tenté de minimiser les allégations de C en raison d'incohérences signalées dans ses déclarations et a affirmé qu'Isaac n'avait pas de casier judiciaire dans le but de prouver l'innocence de sa cliente. Cependant, des preuves ADN reliaient Isaac au crime grâce à des empreintes digitales retrouvées sur un reçu dans la voiture de Tate. Des témoins ont également déclaré qu'Isaac avait du sang sur ses vêtements et beaucoup d'argent sur elle peu de temps après le meurtre du couple. Les membres de la famille de Tate ont supplié que justice soit faite, réclamant l'incarcération de son meurtrier. Isaac a ensuite été inculpé de 2 chefs de meurtre au second degré, d'un chef d'homicide par imprudence et d'un chef d'homicide par négligence criminelle concernant le bébé à naître. Lors de l'audience de détermination de la peine en novembre 2016, alors que le juge commençait à lire le verdict, Isaac gardait la tête baissée en silence, tandis que la tension régnait dans la salle d'audience. Après l'annonce du premier verdict de culpabilité, Isaac s'est effondré pendant quelques minutes et a dû être ranimé avant d'être évacué de la salle d'audience, où elle s'est mise à crier et à pleurer « Maman !» tandis que sa famille sanglotait, que les jurés se couvraient le visage et que certains pleuraient même. Isaac a finalement été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation le 19 novembre 2017. En conséquence, elle a été condamnée à 30 ans de prison au Tennessee Prison for Women, avec une date de libération fixée à septembre 2045, bien qu'elle soit éligible à une libération conditionnelle en juin 2041. Aussi choquants que soient les détails des actes de Shelby Isaac, vous pourriez penser que cela ne pourrait pas être pire. Mais préparez-vous, car l'affaire Camilla Gamut va porter les choses à un niveau encore plus sombre. En 2013, Camilla Gamut vivait avec son petit ami de 38 ans, Marcel Hill, à Jackson, dans le Mississippi. Le couple avait des personnalités opposées, car Marcel, qui souffrait de multiples handicaps mentaux et physiques, était décrit comme un homme amical, enfantin et travaillait dans un fast-food. D'un autre côté, Gamut, qui avait eu une enfance difficile en vivant dans 13 familles d'accueil différentes, était connu pour sa consommation de substances, sa nature abusive et sa tendance à des accès de violence. Gamut avait déjà été arrêtée pour avoir agressé un ex-petit ami, et elle reproduisait ce comportement maltraitant dans sa relation avec Hill, le harcelant souvent et le frappant violemment.
Une fois, Gamut a poignardé Hill avec un couteau, puis a recousu la blessure elle-même. Elle lui a également perforé un poumon lors d'une autre agression. Et lors d'un troisième incident, elle l'a frappé à la tête avec un marteau. Lors de ces 3 occasions, Hill a choisi de ne pas signaler Gamut aux autorités, et il ne vivrait pas assez longtemps pour regretter son inaction. Le 18 mai 2013, Gamut et Hill se sont livrés à une violente bagarre physique où, dans un accès de rage, Gamut a littéralement massacré Hill, le frappant et le poignardant à plusieurs reprises avec un couteau et une poêle, jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis ouvrant le torse de son cadavre. Entendant le vacarme provenant de leur domicile, un voisin a appelé le 911, et à l'arrivée de la police, ils ont découvert une maison complètement sans dessus-dessous. Les meubles avaient été brisés. Le couteau et la poêle, tout comme Gamut, étaient couverts du sang de Hill. Hill avait été poignardé 11 fois, mais chose remarquable, Gamut n'avait subi aucune blessure et ne faisait qu'articuler difficilement lorsqu'on l'a retrouvé. Gamut a été rapidement arrêtée, mais elle a déclaré aux autorités qu'elle dormait dans le salon lorsqu'une personne l'avait frappée à plusieurs reprises à la tête, ce qui l'avait poussée à se défendre contre cet agresseur non identifié avant de finalement se rendre compte qu'il s'agissait de son petit ami. Lors de l'audience en mars 2014, les déclarations de Gamut ont été facilement rejetées en raison des nombreuses incohérences dans son récit. Le 16 avril 2014, Gamut a été reconnue coupable des charges retenues contre elle et condamnée par un juge du tribunal de circuit du comté de Jackson à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, la réaction de Gamut à l'annonce de la sentence allait déclencher une série d'éclats dans la salle d'audience, notamment de la part du juge. Avant que le verdict ne soit prononcé, Gamut n'a montré aucun signe de remords, se contentant de lever les yeux au ciel et de rire pendant que la famille de Hill lui lisait une lettre émouvante. Le juge présidant l'audience a réagi à cela en déclarant qu'il espérait que Gamut mourrait en prison et que si le Mississippi appliquait la peine de mort, elle aurait été envoyée sur la chaise électrique. Juste au moment où l'on pense que les actes de Camilla Gamut sont aussi sombres que possible, préparez-vous. L'affaire Hannah Payne atteint un niveau encore plus troublant. Hannah Payne a fondu en larmes quand la juge Jules Scott a condamné la meurtrière à la prison à vie pour meurtre avec préméditation. Nous nous rendons dans le comté de Clayton, où Hannah Payne, une femme de 25 ans originaire de Géorgie, a, selon le tribunal, tenté de dissimuler son crime avec le mensonge le plus ridicule jamais raconté. Payne aurait pris sur elle de rendre justice elle-même à Kenneth Herring, un homme de 62 ans. Au mois de mai 2019, M. Herring avait percuté une remorque transportant des armes à feu légales et, sans prévenir la police, il avait pris la fuite. Hannah Payne, qui se trouvait à proximité, a été témoin de l'incident et a décidé de suivre M. Herring sur environ 1 mile avant de l'arrêter. Elle a appelé le 911 pour signaler le problème et au téléphone, on l'a entendu crier sur M. Herring. Payne était plus ou moins une simple passante dans cette affaire. Elle aurait pu appeler la police et attendre leur arrivée avant de signaler l'affaire. Elle a décidé de prendre les choses en main en jouant le rôle d'une policière, ce qui lui a causé de gros ennuis. Il a ensuite été rapporté dans les actualités de 11 Alive News que la raison pour laquelle M. Herring avait fui les lieux où il avait percuté la remorque était qu'il était en pleine urgence médicale, probablement un choc diabétique. Madame Payne a été traduite en justice où elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après avoir été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation de meurtre avec circonstances aggravantes, meurtre avec préméditation, agression aggravée, possession d'une arme à feu et séquestration plus tôt dans la semaine, selon WSB-TV. Lors de l'audience, Madame Payne a menti au sujet du défunt, affirmant qu'il l'avait attrapé et avait appuyé sur le frein dans une tentative de la faire descendre. De plus, elle a affirmé qu'à un moment donné, Herring a commencé à faire vrombir son moteur et s'est éloigné des lieux de l'accident initial. Dans son témoignage, elle a déclaré qu'elle était en train de parler avec un opérateur du 911 à ce moment-là, qui lui a demandé si elle avait réussi à obtenir le numéro de plaque d'immatriculation de l'homme. Elle a affirmé qu'elle était montée dans sa voiture dès qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne l'avait pas fait, et a supposé que personne d'autre ne l'avait fait non plus. Terry Robinson, l'homme qu'elle pensait être le policier d'État, lui a ordonné d'y aller, sous-entendant qu'il voulait qu'elle suive Herring, a-t-elle témoigné au tribunal. 4 ans plus tard, un autre procès a eu lieu. La famille de Kenneth Herring, âgée de 62 ans, affirme qu'elle a attendu ce jour pendant 4 ans. Les sœurs du défunt étaient émues en sortant de la salle d'audience.
Elles ont attendu 4 ans pour obtenir justice pour leur frère. Vicky Lynn Herring, la plus jeune sœur de Kenneth, a exprimé avec émotion l'impact profond de la perte de son frère. Je n'ai plus de grand frère. Ses petits-enfants ne le connaîtront malheureusement jamais. Il a 2 enfants adultes qui... Ils n'ont plus de père. Nous étions 6. Maintenant, il ne reste plus que 5 d'entre nous. Et cela nous manque terriblement chaque jour. Jacqueline Herring, une autre sœur, se souvenait affectueusement de son frère, comme de quelqu'un qui aimait gentiment donner des ordres à ses frères et sœurs. Lui a eu la prison à perpétuité, sans libération conditionnelle. J'aimerais qu'elle ait la mort. Rena Novotny, une amie des Payne, a pris la défense de Hannah, partageant les épreuves émotionnelles qu'elle a traversées, notamment lorsqu'elle a dû faire face au cancer dans sa famille. Malgré l'attention nationale que l'affaire a suscitée, la procureure du comté de Clayton, Tasha Mosley, a précisé qu'elle ne pense pas que le meurtre soit lié à une question raciale. Mosley a qualifié la sentence de succès, soulignant que Payne purgerait tout de même un minimum de 43 ans sans possibilité de libération. Après plusieurs jours de témoignages dans une salle d'audience du comté de Clayton, les procureurs et l'avocat de la défense de Hannah Payne ont eu une dernière occasion mardi de présenter leurs arguments au jury avant le début des délibérations. En 2019, les procureurs ont accusé Payne d'avoir joué au policier, affirmant qu'elle avait poursuivi Kenneth Herring, 62 ans, depuis le lieu d'un accident auquel elle n'avait pas été directement impliquée. Tout au long du procès, les jurés ont entendu de nombreux éléments, notamment des appels au 911 et l'entretien de Payne avec la police, entre autres choses. Ils ont également entendu les témoignages de Payne et d'autres témoins. Payne a témoigné en sa propre faveur lors du procès pour meurtre. Elle a affirmé avoir été témoin du premier accident, auquel un officier d'État était également présent. Elle a soutenu que le témoin sur les lieux et l'officier lui avaient directement dit que Herring était ivre. La défense soutient que Payne a agi en légitime défense car elle affirme que Herring a commencé à la frapper après qu'elle l'a confrontée. Tucker affirme que Payne ne cherchait qu'à aider après avoir été témoin d'une collision. Lors des plaidoiries finales de l'État mardi après-midi, le procureur principal a déclaré « Kenneth Herring, qui était désarmé et s'occupait de ses propres affaires, a été poursuivi, détenu, abattu et assassiné. » Après avoir écouté la déclaration de Payne, son avocat a eu l'occasion de procéder à un nouvel interrogatoire. La leçon à tirer de tout cela est très claire. Il faut s'occuper de ses affaires et ne pas se faire justice soi-même. Laissez la police faire son travail. Si Madame Payne avait poursuivi sa journée normalement, elle ne se serait pas retrouvée dans ce pétrin. Monsieur Kenneth Herring, un homme innocent, n'aurait jamais dû mourir de cette façon, quoi qu'il en soit. Madame Payne mérite sa peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération. Même la réaction du grand public va dans le sens du tribunal. Certains ont même prié pour que les délits de Payne soient punis plus sévèrement. Si l'affaire Hannah Payne vous a laissé mal à l'aise, ce qui suit va vraiment vous bouleverser. L'histoire de Kimberly Kessler, également connue sous le nom de Jennifer Seibert, nous plonge encore plus profondément dans une toile glaçante et complexe de tromperie et d'obscurité. Joyce Beers est la cousine de Jolene Cummings. Jolene Rebecca Cummings, âgée de 34 ans, était une mère célibataire de 3 enfants, travaillant comme coiffeuse dans un salon local à Yulee, en Floride, en mai 2018. Son amie, Brooke Harley, se souvenait de leur rencontre au lycée et disait être restée amie avec elle depuis ce temps-là. Elle a dit « Jolene était pleine de vie. Les gens voulaient être autour d'elle. C'était une personne très généreuse et aimante. Elle était incroyable. » Selon Brooke, Jolene a obtenu son diplôme en 2002 et est tombée enceinte peu de temps après. Bien qu'elle fût jeune, cette dernière était convaincue qu'elle serait une bonne mère. Brooke dit que Jolene était l'amie qui prenait toujours votre défense. Elle disait toujours « Pourquoi tu le laisses te parler comme ça ou te faire ça? Tu ne peux pas accepter ça. » Lorsque la relation de Jolene avec le père de sa fille n'a pas fonctionné, elle a déménagé à Jacksonville avec son enfant et s'est inscrite à l'école de cosmétologie. La mère de Jolene, Ann Johnson, a raconté à quel point sa fille était ravie d'obtenir ce travail et qu'elle se constituait peu à peu une clientèle. Le 13 mai 2018, c'était la fête des mères et l'anniversaire de Jolene. Ann a déclaré que sa fille lui achetait toujours des fleurs ce jour-là. Lorsque Jason est arrivé dans l'allée vers 18h et a dit que Jolene ne l'avait pas rejoint à Hilliard comme il l'avait convenu pour récupérer les enfants, Ann a commencé à s'inquiéter.
Jason a dit « J'aurais eu de ses nouvelles. Sa fille en aurait certainement eu aussi. » Anne a su que quelque chose n'allait pas lorsque Jolene n'a pas répondu à ses appels et elle a contacté le service de police de Fernandina Beach pour signaler sa disparition. La femme de 34 ans a été vue pour la dernière fois quittant son lieu de travail vers 17h le 12 mai et n'a plus jamais été revue. Selon les autorités, elle a été assassinée, mais ses restes n'ont pas été retrouvés à ce jour. La police soupçonnait que son corps avait été démembré et secrètement dissimulé. Les enquêteurs ont décidé d'établir une chronologie des événements ayant précédé la disparition de Jolene et ont contacté les propriétaires du salon de coiffure Tangles pour apprendre qu'elle avait été chargée de fermer le salon le 12 mai à 17h. De plus, les propriétaires ont informé les agents qu'elle était avec une nouvelle employée nommée Jennifer Seibert et leur ont fourni son adresse ainsi que son numéro de téléphone. Peu de temps après, les enquêteurs ont retrouvé le Ford Expedition beige de Jolene le 15 mai sur le parking du Home Depot à Yulee. Ils ont vérifié les images de vidéosurveillance et ont découvert que Jennifer sortait du parking et entrait dans une station-service voisine après avoir garé la voiture le 13 mai vers 1h17 du matin. Soupçonnant son implication, la police est retournée au salon pour apprendre qu'elle ne s'était plus présentée au travail depuis. Kimberly, qui utilisait le faux nom de Jennifer Seibert, a été inculpée de meurtre au premier degré en septembre 2018 et également de 2 chefs d'accusation de voies de fait contre un agent des forces de l'ordre après avoir prétendument enlevé ses vêtements et lancé des excréments sur eux. Selon l'émission, ses agissements en prison et au tribunal, notamment une grève de la faim, visaient à la faire déclarer mentalement inapte à comparaître devant la justice. Cependant, elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en décembre 2021. Selon ses dossiers de détention, Kimberly est dans la cinquantaine et purge sa peine à la Lowell Correctional Institution dans le comté de Marion, en Floride. Juste au moment où l'on pense avoir atteint les tréfonds de l'obscurité avec Kimberly Kessler, l'affaire Lucy Letby surgit, repoussant encore plus loin les limites du mal. Lucy Letby, pour chacun des 7 chefs d'accusation de meurtre et des 7 chefs de tentative de meurtre, je vous condamne à la réclusion à perpétuité. Lucy Letby, aujourd'hui âgée de 33 ans, née le 4 janvier 1990, est une ancienne infirmière néonatale britannique qui a été reconnue coupable du meurtre de 7 nourrissons et de la tentative de meurtre de 6 autres entre juin 2015 et juin 2016. Son procès pour meurtre, l'un des plus longs de l'histoire anglaise, a duré plus de 10 mois et a captivé le Royaume-Uni. The Guardian, qui a publié plus d'une centaine d'articles sur l'affaire, l'a qualifiée de « l'une des meurtrières les plus notoires du siècle dernier ». Letby a été l'objet de soupçons après un nombre élevé de décès de nourrissons à l'unité néonatale de l'hôpital Countess of Chester, peu de temps après qu'elle ait été qualifiée pour travailler avec des enfants dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, et parce qu'elle était de service lors de chacun des 24 incidents identifiés comme des événements suspects par Dewey Evans, un ancien pédiatre consulté par la presse. Lors du procès de Letby, l'accusation a suggéré plusieurs mobiles possibles pour les meurtres, notamment l'ennui, le fait qu'elle éprouvait de l'excitation face aux événements entourant les décès et qu'elle aimait jouer à Dieu. L'accusation a déclaré au jury, elle contrôlait la situation, elle appréciait ce qui se passait, elle prédisait des choses dont elle savait qu'elles allaient arriver. Un autre mobile possible suggéré par l'accusation était que les meurtres visaient à attirer l'attention d'un médecin marié avec qui Letby aurait entretenu une relation secrète. Elle avait envoyé des messages à ce médecin sans interruption pendant certaines gardes de nuit, quelques minutes avant d'attaquer des bébés. Une feuille de papier trouvée dans le bureau de Letby et présentée au tribunal était un formulaire de congé annuel sur lequel Letby avait écrit des phrases telles que « Je t'ai tout confié et je t'aimais. Tu étais mon meilleur ami et, s'il te plaît, aide-moi. » D'autres notes ont également été retrouvées, sur lesquelles elle avait écrit des mots tels que « J'ai fait ça, je suis une personne horrible et maléfique, je ne mérite pas de vivre. » On pouvait lire « Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués volontairement parce que je ne suis pas assez bien. » Il y avait aussi « Je suis une personne horrible et maléfique. » Puis, tout en bas, en lettres capitales, « Je suis maléfique. J'ai fait ça. » Les familles des défunts étaient toutes assises au tribunal, le cœur brisé, certaines tenant les jouets que leur bébé avait avant leur décès. Lucy Letby n'a montré absolument aucun signe de remords.
Le tribunal a déclaré qu'elle n'éprouvait aucun regret pour les bébés qu'elle a assassinés, mais qu'elle était plutôt émue à cause des preuves retrouvées à son domicile. Elle a dit au jury que tout ce qu'elle avait jamais fait, c'était de prendre soin des bébés et qu'elle n'avait absolument aucune intention de leur nuire. Elle a nié toutes les accusations portées contre elle. Elle a déclaré au tribunal que personne n'aurait aimé être accusé de quelque chose d'aussi cruel et brutal. Ses parents, consternés, assistaient chaque jour au procès, croisant le regard de leur fille unique alors qu'elle entrait et sortait de sa cellule. Lucy a refusé de sortir de sa cellule lors de la dernière audience, et elle a été condamnée en son absence. Le juge a dû prononcer sa sentence comme si elle était présente. Ledby a été reconnue coupable et inculpée pour tous les chefs d'accusation de meurtre de bébés innocents. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ni de caution. Son autorisation d'exercer en tant qu'infirmière lui a été retirée et elle a écopé de 14 peines. Lucy Ledby est désormais connue comme la meurtrière et tueuse en série la plus tristement célèbre du Royaume-Uni, surpassant Beverly Allitt. Alors que nous sommes confrontés aux détails bouleversants de l'affaire Lucy Ledby, il est difficile d'imaginer que les choses puissent devenir encore plus sombres. Cependant, les actes de Taylor Chabouzinès repoussent encore plus loin les limites de l'horreur, révélant de nouveaux abîmes de perversité. La femme que vous venez de voir s'appelle Taylor Chabouzinès. Le 23 février 2022, la tête démembrée d'un Américain de 24 ans nommé Chad Tyrion a été retrouvée dans un seau par sa mère à Green Bay, dans le Wisconsin. Sa mère, Tara Pakanich, a appelé la police et ils ont découvert plusieurs parties du corps coupées en deux à différents endroits. L'auteur, Taylor Chabouzinès. Tyrion et Chabouzinès étaient en couple depuis un certain temps, et 2 jours avant que des parties de Tyrion ne soient retrouvées, Taylor était venue le chercher chez sa mère. Elle l'emmena dans un autre appartement où ils avaient retrouvé un ami. Ils ont ingéré des quantités importantes de substances dures. Peu de temps après, ils étaient sous l'influence et sont donc retournés à l'appartement de Terrien. À leur arrivée, ils sont devenus intimes dans le sous-sol. Tara Pakanich était sortie avec son petit ami lorsque son fils et Taylor sont arrivés à la maison. Cependant, au cours de ce moment, Taylor a étranglé Terrien jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang et n'a pas arrêté avant qu'il ne cède. Elle a tué Terrien avec une chaîne en métal avant de démembrer son corps et de placer sa tête dans le sous-sol de sa mère. Elle a également retiré les organes et des parties du corps de Terrien, qu'elle a placés dans des sacs en plastique, des boîtes en carton et un bac de rangement. Ce meurtre en particulier était si atroce qu'on en parle encore aujourd'hui. Si ce que Chabouzinès a fait à Terrien de son vivant était terrifiant, il a ensuite été révélé que ce qu'elle lui a fait après était encore pire. Quand as-tu commencé, tu sais, à découper son corps? Je ne sais pas. Presque tout de suite. Je suçais et découpais en même temps. Chabouzinès a maltraité le corps de Terrien pendant des heures après sa mort. Elle l'a agressé sexuellement et a mutilé son corps avec des objets intimes après avoir eu elle-même des rapports avec le corps. Elle a admis cela sans la moindre once de remords dans son comportement, mais cela n'était même pas suffisant. Chabouzinès est apparu au tribunal après avoir été arrêté 3 mois plus tard par la police, lorsqu'ils ont retrouvé les restes manquants de Terrien dans sa mini-fourgonnette. Elle a été inculpée d'homicide volontaire, d'agression sexuelle au 3e degré et de mutilation d'un cadavre, entre autres chefs d'accusation. L'enquête a révélé que Taylor Chabouzinès s'était inspiré du tristement célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer, qui avait des habitudes rituelles lorsqu'il assassinait ses victimes. Tu subis exactement le même sort que ton idole, le tristement célèbre Jeffrey Dahmer. Alors je te souhaite une très bonne vie, Chabouzinès. Taylor a affirmé qu'après avoir démembré Terrien, elle avait vidé son sang dans la baignoire et avait pris une douche avec. Cette révélation particulièrement horrifiante a profondément choqué l'interrogateur. Finalement, il était temps pour Chabouzinès de défendre sa position. Cependant, elle avait d'autres plans. Lors de cette comparution au tribunal le 23 février, Chabouzinès a soudainement attaqué son avocat, choquant toutes les personnes présentes dans la salle d'audience à ce moment-là. Elle l'a frappé au visage avant que l'avocat ne se défende lui-même, puis que les agents présents dans la salle d'audience tentent de la maîtriser. 6 mois plus tôt, le 1er septembre 2022, l'avocat que Chabouzinès a attaqué, Quinn Jolie, avait déposé un plaidoyer de non-culpabilité pour cause de folie en raison de la nature des actes de Chabouzinès. Il semblait que la raison pour laquelle Taylor avait attaqué son avocat au départ était que Quinn avait demandé que la date du procès soit repoussée un peu.
Après cet incident, cependant, Quinn a déclaré au juge Thomas Walsh qu'il prévoyait de se retirer de l'affaire après cette audience. Après cet accès de colère et cette attaque soudaine de Shabuzines, ses apparitions ultérieures au tribunal la montraient portant une protection contre les postillons en raison de ses actions imprévisibles. Lors d'une de ces audiences, l'oncle de Chad Terrien a dit à Shabuzines que ce qu'elle avait fait était horrible et que c'était la conséquence de son refus de se faire aider pour sa condition. Vous savez, il existe de l'aide. Et si vous aviez choisi de demander de l'aide, vous ne seriez pas dans cette situation aujourd'hui. Aucun d'entre nous ne serait dans cette situation. Mais choisir la voie de la lâcheté comme tu l'as fait et faire souffrir d'autres personnes parce que tu souffrais, c'est vraiment nul. Michael Terrien? Allez-y. Taylor, je voulais juste te dire que... je te pardonne pour ce que tu as fait à mon fils. Oui, tu as fait un mauvais choix, et maintenant tu dois vivre avec... Et... comme je l'ai dit, je te pardonne, et je vais demander à la juge si tu peux, tu sais, si elle peut te laisser revoir la rue un jour, tu vois? Shabuzines n'a montré aucun remords pour tout ce qu'elle avait fait et a été vue en train de sourire à plusieurs reprises. La juge Walsh n'a pas trouvé cela juste, ni même acceptable d'aucune manière, car ce que Taylor avait fait était si terrifiant que la juge a déclaré que cela offensait la décence humaine. Le jury n'a mis que 30 minutes à rendre son verdict, et ils ont déclaré Shabuzines coupable de tous les chefs d'accusation. Même si le nouvel avocat de Shabuzines avait insisté pour plaider non coupable pour cause de folie, le jury a estimé que le meurtre était prémédité et calculé. Shabuzines a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, et elle a montré peu ou pas d'émotion lorsque sa sentence lui a été annoncée. Aussi troublante que soit l'affaire de Taylor Shabuzines, l'histoire de Suzanne Lorinx pousse l'horreur à un niveau encore plus dérangeant, révélant une nouvelle couche de choc et de complexité dans ce paysage sombre. La vidéo diffusée ce soir confirme que la confrontation mortelle entre Suzanne Lorinx et A.J. Owens était loin d'être leur première rencontre. Regardez maintenant. La vidéo montre des adjoints du comté de Marin discutant à plusieurs reprises avec Lorinx lors d'occasions distinctes après qu'elle ait appelé pour porter plainte. Dans un cas, elle a appelé pour signaler que les enfants d'Owens faisaient du bruit dehors pendant qu'elle travaillait. Lorinx est une femme blanche de 58 ans et elle vit juste à côté de la famille Owens. Madame Ajike Owens est une femme de 35 ans et la mère de 4 enfants. Avant la mort de Madame Owens, Lorinx avait appelé la police à plusieurs reprises, à différentes occasions, pour se plaindre des Owens, de leurs enfants et d'autres voisins. Ces plaintes concernaient l'intrusion, le bruit des voisins et le fait que les enfants l'appelaient une Karen. Lorinx a affirmé qu'elle avait été harcelée par les enfants. Elle a dit au shérif qu'elle ne voulait pas se sentir intimidée ou se faire crier dessus par eux, qu'ils lui criaient et hurlaient dessus, lui disant qu'elle est l'appelant Karen. Cela a été vu dans une vidéo à la fin du mois d'août 2022. Lorinx disait toujours aux parents qu'il y avait d'autres endroits où leurs enfants pouvaient jouer, et en retour, les parents lui répondaient que les enfants ne faisaient de mal à personne et ne causaient aucun dégât. Plusieurs vidéos montrent Lorinx en train de crier sur les enfants, avec des remarques déplacées et des paroles blessantes. 6 enfants ont attesté que Lorinx avait été agressive envers les Owen, leur criant des insultes et des paroles blessantes. D'autres voisins ont également signalé des actes d'intolérance extrême de la part de Lorinx, comme le fait de monter dans sa voiture et de faire vrombir le moteur en guise de représailles lorsque les enfants et les chiens aboyeurs la dérangeaient, ou encore de garer son camion près des endroits où les enfants jouaient et de déclencher l'alarme de sa voiture. De plus, en novembre 2022, lors d'un appel téléphonique enregistré, on a entendu Lorinx traiter ses voisins de hooligans. Ce qui a été le point de rupture s'est produit le 2 juin. Ajike s'est rendue au domicile de Lorinx à Ocala, après avoir appris que celle-ci s'était rendue chez Ajike, avait pris l'iPad des enfants et leur avait lancé des patins à roulettes. Après plusieurs coups frappés par Ajike et aucune réponse, Lorinx a tiré sur Ajay à travers la porte fermée, et Ajay est décédé. Suzanne Louise Lorinx a été inculpée d'homicide involontaire avec une arme à feu, de négligence coupable, de violence et de 2 chefs d'accusation d'agression, et a été identifiée comme la meurtrière d'Owens. Le 11 juillet, elle a plaidé non coupable. Les autorités ont déclaré qu'elles voulaient déterminer quel rôle les lois Stand Your Ground de Floride avaient joué dans la fusillade avant d'ordonner l'arrestation de Lorinx, 4 jours après l'incident. Selon le bureau du shérif du comté de Marion, Owens et sa voisine avaient des disputes récurrentes au sujet des enfants d'Owens qui traversaient la propriété de cette dernière.
Les responsables ont indiqué que les enfants d'Owens jouaient dans un champ près de la résidence de la tireuse avant que la fusillade ne commence. L'un des enfants a laissé tomber son iPad par terre et la suspecte l'aurait arraché. Monsieur Diaz a déclaré à MSNBC « La femme blanche l'avait. Elle ne voulait pas le rendre à mon petit-fils », ajoutant que la suspecte aurait utilisé des propos grossiers. Comme n'importe quel autre enfant, il est rentré chez lui pour le dire à sa mère. « Ma fille a simplement frappé à la porte. » Des témoins ont informé la police que la suspecte aurait jeté des patins à roulettes sur les enfants d'Owens, ce qui a poussé la mère de 4 enfants à aller la confronter à sa porte. Loring est même allée jusqu'à dire au shérif qu'elle est comme la voisine parfaite et qu'elle ne dérange absolument personne. Loring, qui a déclaré avoir tiré sur Owens par peur pour sa vie, n'a pas été inculpée de meurtre par les autorités de Floride. Au lieu de cela, elle fait face à une accusation d'agression et une accusation d'homicide involontaire avec une arme de poing. Selon le procureur de l'État de Floride, William Bill Gladson, Loring n'a pas démontré l'esprit dépravé nécessaire pour distinguer le meurtre au second degré de l'homicide involontaire selon les lois de l'État. Le esprit dépravé exige des preuves de haine, de rancune, de malveillance ou d'intention malveillante envers la victime au moment du meurtre, a déclaré Gladson. Aussi déplorables que soient les actes de la prévenue dans cette affaire, il n'y a pas suffisamment de preuves pour établir les éléments spécifiques et requis du meurtre au second degré. Loring risque en réalité jusqu'à 30 ans de prison. Un juge a accordé une caution de 154 000 $ à condition qu'elle porte un bracelet électronique à la cheville et qu'elle reste éloignée de la famille Owens. Cette affaire soulève cependant la question de savoir si ce jury floridien a agi par préjugé ou s'il a rendu un verdict juste, compte tenu des preuves présentées. De plus, l'action de Loring aurait-elle pu être considérée comme un simple acte de défense ou comme un acte de violence dans des circonstances déraisonnables? Les réactions de ces femmes dangereuses face à leur condamnation à perpétuité sont choquantes et intenses, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Notre prochaine vidéo vous plongera dans une autre affaire captivante qui vous tiendra en haleine.